Bonjour et bienvenue sur le plateau de TV du salon Bipositive 2017 pour l'espace énergie renouvelable et territoire. Je suis Thomas Blosville, je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV sur la méthanisation, le biogaz, le GNV, le bio-GNV. Un plateau TV intitulé Méthanisation, injection GNV vers un modèle gagnant, point d'interrogation. Les projets de station GNV se multiplient, les projets de méthanisation aussi. Ce sont des sujets qui sont à la croisée des filières eau, déchets, transport, agriculture, énergie évidemment. Des projets inscrits dans les territoires. Alors méthanisation et GNV, est-ce qu'on va vers un duo durablement rentable ? Pour en parler, j'ai avec moi Valérie Boroni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission chez Rhône-Alpes Énergie Environnement et membre du club biogaz de la T2E, l'association technique Énergie Environnement. Oui. Et Pierre Larive, vous êtes chef de projet GNV pour GRDF en Rhône-Alpes Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Donc, avec vous, nous allons esquisser le devenir de ces filières méthanisation et GNV et voir en quoi elles ont un lien éventuellement pertinent l'une avec l'autre. On va peut-être commencer, Valérie Boroni, par faire un petit point, une petite photographie à l'instant présent sur la méthanisation. Quand on parle de méthanisation en France aujourd'hui, c'est quel type de projet qui se développe ? Alors aujourd'hui en France, on a plusieurs types de projets qui se développent. Donc environ 500 installations qui vont produire du biogaz et mettre des équipements pour produire du biogaz. Donc à savoir des agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs qui vont monter un équipement collectif pour produire ce biogaz. On va avoir aussi des stations d'épuration qui vont produire du biogaz, des collectivités qui vont, avec les ordures ménagères, faire des installations aussi, et puis des industries qui vont produire ce type d'énergie. Grosso modo, la part sur ces 500, il y a à peu près plus de 300 installations dans le monde agricole, une petite centaine dans les stations d'épuration, et puis le reste se répartit entre industrie et ordures ménagères. Et puis en plus, on a aussi des sites qui naturellement produisent du biogaz, c'est-à-dire les centres d'enfouissement technique, les décharges, qui là aussi sont à plus d'une centaine en train de produire du biogaz. Et c'est vrai que, pour répondre à votre questionnement, au niveau régional, notamment la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME, mais aussi l'Europe, finance l'activité de Rhône-Alpes Énergie Environnement pour aider à l'émergence de ces filières, de manière à ce que on va dire les installations sortent et qu'on puisse produire ce biogaz effectivement en France. Donc les principaux relais de croissance aujourd'hui sont chez les agriculteurs et dans les stations d'épuration. On développera un peu plus tout à l'heure, mais en termes de valorisation, production d'électricité, de chaleur, injection dans le réseau de gaz, comment ça se répartit aujourd'hui? Quelles sont la dynamique en tout cas? La majorité en fait des installations, du fait du contexte historique et des mécanismes de soutien, aujourd'hui produisent de l'électricité et de la chaleur. Mais depuis 2011, on a un mécanisme de soutien qui permet de produire du biométhane que l'on va injecter. Et là, on a aujourd'hui une petite trentaine d'installations qui injectent en France. Et c'est un relais de croissance important, l'injection, comme ce qui se passe dans les unités agricoles sur de la petite cogénération ou de la moyenne cogénération. Donc de l'injection dans le réseau de distribution de gaz naturel? Oui, dans le réseau de gaz naturel, distribution, transport aussi, à l'échelle de toute la France. Donc, qui dit réseau de gaz dit GRDF. Je vais vous poser un peu la même question pour le volet plus GNV. Donc on parle de GNV, de bio-GNV. Qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui? Oui, donc déjà GRDF, il faut rappeler que c'est la société qui exploite les réseaux de gaz en France. On transporte le gaz, aussi bien du gaz fossile que le biométhane. Et un des usages du gaz qui est en train de se développer, c'est le gaz naturel véhicule. Donc c'est l'utilisation du gaz comme carburant en fait, qui a l'avantage d'avoir des performances environnementales très intéressantes, notamment pas d'émissions de particules fines alors qu'un véhicule gaz n'est pas équipé de filtre à particules,
des réductions très importantes sur les oxydes d'azote, les NOx. Hein, c'est un sujet dont on parle peu, mais en réalité, c'est un vrai problème aussi en termes de pollution, bien autant que les particules d'ailleurs. Les véhicules gaz permettent de faire 2 fois moins de bruit. Donc du coup, c'est un véhicule très intéressant, notamment pour les accès au centre-ville. Et les véhicules gaz ont l'avantage de pouvoir fonctionner aussi bien au gaz fossile qu'au biométhane. Indifféremment de la puisque motorisation. C'est le même produit, hein, c'est la même molécule, c'est du méthane, du CH4. Donc il n'y a pas de modification du véhicule. On utilise soit du fossile, soit du biométhane. Et quand on utilise du biométhane, on a un gros avantage en matière d'émissions de CO2 parce qu'on crée une boucle fermée du CO2, hein, c'est-à-dire que le véhicule, quand il va brûler le biométhane, il va émettre du CO2, mais ce CO2, par photosynthèse, va être capté par la biomasse qui, derrière, va être méthanisé et va refaire du méthane. Donc on crée une boucle fermée, ce qui fait qu'on a un gain en émissions de CO2 de l'ordre de 80% avec le biométhane. Et on appelle ça donc du bio-GNV quand c'est avec du biométhane et du GNV quand c'est avec du gaz fossile. On a compris l'intérêt du GNV et du bio-GNV par rapport à d'autres types de carburants. Aujourd'hui, on en est où de cette filière en France? Donc aujourd'hui en France, ça se développe, il y a une forte croissance parce que on cherche des solutions alternatives pour accéder au centre-ville. On l'a bien vu avec les derniers pics de pollution, on l'a vu avec les annonces d'Anne Hidalgo, hein, qui souhaite avoir des véhicules alternatifs dans la ville de Paris. Eh ben, il y a un certain nombre de villes qui font ce choix-là à travers les zones de circulation restreinte. Donc du coup, cette technologie alternative se développe. Alors, elle se développe fortement. Aujourd'hui, il y a 20 millions de véhicules GNV qui roulent dans le monde, 14 000 en France, et ça se développe surtout sur le véhicule utilitaire et le poids lourd. Hein, pour vous dire, aujourd'hui, il y a 2900 bus qui roulent au GNV en France, 1200 bennes à ordures et 1800 poids lourds. Donc c'est significatif. Les transporteurs cherchent des solutions alternatives pour le transport de marchandises et les transporteurs de voyageurs cherchent eux aussi des solutions alternatives. Et quand ils regardent dans le panel des solutions alternatives, comme l'électricité, l'hydrogène ou le GNV, ils s'aperçoivent que le GNV, c'est le step le plus simple pour eux à franchir parce qu'on garde des conditions d'exploitation très proches de ce qu'ils connaissent avec le diesel. Je vais vous poser, maintenant qu'on a eu un peu une cartographie de ce qui se passe aujourd'hui en France, la même question à tous les deux. Peut-être d'abord à vous, Valérie Boroni. En quoi vous invitez tous les deux aujourd'hui, finalement, parler de méthanisation, parler de GNV? On a compris qu'il y avait une molécule entre les deux, le biométhane, mais est-ce que ça se limite à ça, la pertinence du lien entre les projets? Non, ça ne se limite pas qu'à ça, en fait. Hein. C'est vraiment... notamment pour les territoires, à la fois ruraux et urbains, ça se limite à produire une énergie à partir d'une ressource locale. Donc on va produire des molécules de gaz à partir des ressources que l'on maîtrise sur le territoire. Donc, vous voyez bien l'intérêt, c'est-à-dire qu'on est dans des dimensions d'économie circulaire, on est dans des dimensions de valoriser sur le territoire ce qu'on produit localement. Donc, qui dit production locale dit emploi local, qui dit retour aussi bénéfices locaux. Donc, vraiment, il y a un intérêt à faire cette boucle et ce lien entre, on va dire, production et consommation. Comment ça se passe concrètement sur le terrain, les projets? On voit bien, on imagine le méthaniseur dans la ferme ou dans le milieu rural, voilà, mais je crois qu'après il y a plusieurs types de projets pour le valoriser, ce biométhane. Voilà, alors aujourd'hui, le seul, on va dire, mécanisme de soutien qui permet de valoriser le biométhane, c'est l'injection. C'est-à-dire qu'on va créer un mécanisme qui va permettre de supporter les coûts d'investissement pour ce type d'équipement. Donc, grâce au tarif d'achat grâce au tarif d'achat, à tout ce qui va avec, la capacité pour un producteur de vendre toute sa production, par exemple, voilà. Par contre, il y a des choses qui se passent notamment dans le monde rural. Peut-être que je laisserai Pierre parler de ce qui se passe en ville. Mais dans le monde rural, c'est clair que le monde agricole, qui est un producteur de biogaz, voit dans la production de biométhane et de biométhane carburant un outil
au service de l'indépendance énergétique des exploitations agricoles. Aujourd'hui, quand on aura toutes les briques technologiques et quand on aura un contexte de soutien ou un contexte technico-économique, je suis persuadée que les producteurs de biogaz en France, en monde rural, produiront du carburant en plus de leur production actuelle, quoi. Ça veut dire qu'on peut imaginer très rapidement ou à moyen terme une station de bio-GNV dans une ferme. C'est déjà le cas et c'est déjà en préparation. Donc il y a déjà un cas en France qui commence à travailler la question et qui devrait sortir sur cette thématique. Et il y a déjà un autre agriculteur qui a commencé à installer sa petite production de biométhane à la ferme pour ses équipements. Mais c'est le cas dans d'autres pays d'Europe où on a des agriculteurs qui sont, on va dire, en charge d'une station-service. Il y a pas, ça se développe, quoi. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France? Il manque quelque chose pour que... Un mécanisme de soutien approprié ou un contexte économique et fiscal approprié, oui. Mais il y a de la volonté. Alors on entend aussi, commence à entendre parler un peu aussi de biométhane porté. Alors biométhane porté, c'est pareil, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a seulement l'injection qui est le mécanisme de soutien qui permet de valoriser du biométhane. Et aujourd'hui, dans la filière agricole, les productions, elles ne sont pas à côté forcément du réseau. Donc pour pouvoir rejoindre le réseau et injecter, on imagine effectivement, on a des projets en France qui vont aller transporter le biométhane produit vers le réseau. Donc d'un site de production vers un réseau. Et on a aussi des études qui sont faites pour dire, on a des sites de production à la ferme qui sont trop petits pour pouvoir injecter. Est-ce qu'on ne peut pas se grouper et donc aller collecter le biométhane comme le lait pour aller l'apporter à un point d'injection? Mais aujourd'hui, sans mécanisme de soutien spécifique, ces filières de collecte ne sont pas viables aujourd'hui. Seul le gaz porté est viable parce qu'on arrive à trouver quelques économies là. Donc, on a deux modèles. Le modèle où le producteur produit son biométhane et le transporte par camion jusqu'au point d'injection. Oui. Ce modèle-là, il y a les volumes suffisants pour le projet tienne sur la durée. On a des projets en cours en France là-dessus. Et après, pour les projets plus petits, il faudrait un cadre plus affiné, plus approprié pour pouvoir collecter plusieurs productions de plusieurs producteurs pour pouvoir les amener jusqu'au réseau de distribution. Exactement. D'accord. Et en ville alors, puisqu'on nous a parlé du milieu rural? Oui, là on a parlé des projets agricoles, mais en effet il y a beaucoup de projets de stations d'épuration, voire des projets agroalimentaires de l'industrie, qui sont des fois des projets plus conséquents, qui sont souvent donc situés à proximité des réseaux et donc l'injection est assez simple. Alors moi ce que j'aimerais rappeler, c'est que sur le lien entre biométhane et GNV, il y a déjà un lien évident qui est technique. C'est que l'injection de biométhane se fait toute l'année et aujourd'hui la grosse partie de la consommation de gaz a lieu l'hiver. L'avantage quand on développe une solution GNV, c'est qu'on crée de la consommation de gaz qui est linéaire, été comme hiver, et ça va dans le sens de l'injection de biométhane. C'est-à-dire que du coup, on peut facilement récupérer le biométhane produit l'été sans contrainte sur le réseau parce qu'on a une consommation qui va en face. Donc déjà, il y a un lien technique. Après, il y a un lien en termes d'économie circulaire qui est évident. Alors dans le monde urbain, pour les collectivités, c'est essentiel. Vous imaginez une collectivité qui produit du biométhane avec une station d'épuration, eh ben, elle va pouvoir utiliser son biométhane soit pour des bennes à ordures ménagères, soit sur des bus, soit sur des cars pour faire du transport scolaire. Donc là, on crée une boucle d'économie circulaire et vertueuse, vraiment très intéressante, avec de l'indépendance des territoires. Donc ça se développe fortement en milieu urbain. Est-ce que ça peut faire sens un jour pour les véhicules particuliers ou pour des véhicules professionnels dans la logistique, mais à plus petite taille, notamment en milieu urbain Alors, moi, je crois beaucoup au développement sur le véhicule professionnel, y compris de plus petite taille, 3,5 tonnes, voire même en dessous. Après, le véhicule particulier, je pense que c'est pas l'enjeu pour le moment. On verra comment tout ça se développe. Il faut d'abord développer les infrastructures en matière de GNV. C'est ce qu'on travaille à ce sujet-là. Et le développement des infrastructures, il y a d'ailleurs une innovation intéressante qui a eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut en parler, ça s'appelle GN Volontaire. Donc c'est un projet porté par l'ADEME et GRDF. Et l'idée, c'est de développer des stations
Alors comment développer des stations? Le problème c'est que c'est un peu le jeu de la poule et l'œuf. C'est-à-dire celui qui fait la station, il dit je la ferai le jour où il y a des véhicules, et celui qui achète les véhicules, il dit j'achèterai les véhicules le jour où il y a une station. Puis ça se mord la queue et personne ne prend le risque d'investir en premier. Donc du coup avec l'ADEME et la démarche GN volontaire, on a trouvé une solution pour débloquer la situation. C'est que sur certains territoires, avec l'ADEME, on aide les premiers acquéreurs de véhicules. En contrepartie de quoi, ils se regroupent et ils créent un appel d'offres pour faire émerger une station. Donc ça permet de limiter un peu le risque des premiers, et du coup ça a plutôt bien marché puisqu'il y a 4 stations publiques poids lourds là, qui vont ouvrir cette année, une à Saint-Étienne, une à Corba, une à Saint-Quentin-Fallavier et une dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain à Saint-Vulbas. Et à chaque fois, la contrepartie de cette aide, on a demandé à ce que ces stations soient en mesure de délivrer du GNV et du bio-GNV. Après, les clients en prendront ou n'en prendront pas. Hein. Ils choisiront soit du fossile, soit du bio. Mais on a vraiment tenu avec l'ADEME que les stations soient en mesure de développer du bio-GNV. Et on a d'autres projets GN volontaires sur toutes les grandes agglomérations d'Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, pour faire simple, les agglomérations qui sont soumises à des problématiques de pollution de l'air. Hein. Je pense à Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne, etc. Et on travaille sur ces projets-là et on a de la demande des transporteurs, on a de la demande des agglomérations. Donc je pense que rapidement, d'ici fin 2018, dans chaque grande agglomération d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y aura une station GNV, bio-GNV, publique et poids lourd. C'est plus rapide que ce que je pensais et du coup vous avez un peu anticipé sur ma dernière question de conclusion. Voilà, je vais vous demander un pronostic si on se projette à 5 ans. Où est-ce qu'on en sera? Alors, soit au niveau régional, soit au niveau national. Déjà, il faudra produire plus de biogaz. Donc, j'espère plus d'unités de méthanisation, à la fois dans tous les types de projets. Hein. Et puis, effectivement, une évolution, parce qu'on voit clairement depuis ces dernières années des évolutions technologiques sur la miniaturisation des capacités d'injection et la miniaturisation des équipements, probablement la capacité à capter en fait plus de biogaz, voire du biométhane, dans des projets de plus en plus petits. Donc je pense que là, on est encore dans cette lignée-là, ce qui va dire qu'on va produire effectivement plus de biométhane dans les 5 ans à venir, quoi. Oui, alors moi, j'y crois vraiment pour différentes raisons. La première chose, c'est qu'il y a l'État a mis en place quand même des mécanismes à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoit 10% de poids lourds qui roulent au gaz d'ici 2030, et dans ces 10%, il y aura 20% de consommation de bio-GNV. Ça, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, la programmation sur 5 ans. Donc voilà, avec des financements qui vont derrière. Il y a aussi la directive européenne AFI, donc Alternative Fuel Infrastructure, qui prévoit le développement. Donc la filière a remonté son plan d'action à l'État. 250 stations ouvertes d'ici 2020. Donc je pense que ça, c'est des signes très concrets. Et puis l'autre chose qui fait que j'y crois beaucoup, c'est que dans le monde agricole, c'est une solution pour se diversifier. Et Dieu sait que le monde agricole a besoin de ça. Et dans les territoires urbains, c'est une solution pour créer des boucles d'économie circulaire. Et il ne faut pas oublier que le biométhane, c'est de l'emploi local, non délocalisable. Voilà, hein. Donc on est sur une énergie qu'on produit en France et qu'on n'importe plus. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des vrais atouts. Et puis, dernier point, c'est que je crois que l'opinion publique, sur la problématique de la pollution de l'air, aujourd'hui l'opinion publique, voilà, on a un peu marre qu'on fasse rien, ils veulent des actions concrètes, et on le voit finalement, l'action d'Anne Hidalgo à Paris, qui a été la première à prendre un peu de risques et des décisions fortes, ben globalement, alors bien sûr il y a des gens qui ne sont pas contents, mais il y a quand même pas mal de gens qui disent, ben ouais, au moins pour une fois on y va et on fait des choses concrètes. Donc j'y crois vraiment. Si je peux compléter aussi, dans le monde, quand on regarde le monde des entreprises de la filière biogaz, biométhane, on voit que les innovations et que les entreprises en fait se positionnent et se développent beaucoup sur cette filière biométhane justement. Et donc on va avoir effectivement des innovations qui vont nous permettre d'avancer sur ces filières-là. Et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ces filières biométhane par rapport à la France, quoi. D'accord, merci beaucoup. On retiendra que
beaucoup d'éléments sont réunis pour que ça se développe. Merci en tout cas de nous avoir aidé à esquisser déjà les pistes de ce qui va se passer très rapidement. Vous nous avez dit 2018, ça va venir très vite. Merci beaucoup et puis on en reparlera sûrement très certainement un jour. Merci. Merci. Merci à vous.